Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ces Talentia Days 2021. Donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Il y a encore 2 mois, on se posait la question de savoir si on allait pouvoir organiser quelque chose. Donc on est heureux de vous voir ici, en partie en présentiel, l'autre partie en digital. Bonjour à Donc tous. on dit bonjour à tous nos amis Ici, qui sont derrière leurs écrans. Beaucoup plus nombreux à distance encore qu'en physique. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc je suis Béatrice Piquer, Chief Marketing Officer chez Talentia et je suis accompagnée de... Xavier Daguzan, mais je pense qu'on nous avait reconnus. Voilà. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on on voulait remercier également nos partenaires, donc ABCSR, qui nous accompagne sur le reporting extra-financier. C'est un sujet qui est de plus en plus important pour les entreprises de taille intermédiaire, la RSE. Donc, vous verrez ça pendant la table ronde finance qu'on vous a concoctée à 10h. Absolument. On a UKG également, qui est l'un de nos partenaires, et qui nous accompagne dans la digitalisation RH, notamment la dématérialisation, bulletin de paye, coffre-fort, à l'attention de vos collaborateurs, et qui est parmi nous également aujourd'hui. On les remercie. All-in, tout ce qui est service de leasing d'équipements informatiques, donc business services sur les équipements IT. Il y a New Next RH également qui est parmi nous, on les remercie. Cabinet de transformation digitale RH, très bon cabinet pour vous aider à vous digitaliser. Donc on les remercie également. Et enfin, nos amis Use pour la digitalisation et la dématérialisation du processus Procure-to-Pay. Allez, c'est parti. Au programme, donc de 9h à 9h30, on est tous ensemble dans la plénière. On va vous expliquer comment nous, on se transforme avec Pierre Paulette, comment on vous accompagne au mieux sur la digitalisation RH et finance, et comment, en fait, on vous a concocté des innovations pour toujours aller un cran plus loin dans la simplification de votre complexité et l'automatisation des processus métiers, RH et finance. Absolument. On dira un mot également sur comment on vous accompagne pour faire en sorte que ces projets soient des succès. Donc on dira quelques mots également là-dessus. Avant de céder la parole à Philippe, donc oui. Philippe Bloch, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, éditorialiste et chroniqueur sur BFM Business. Il a écrit plusieurs livres à succès, mais vous le verrez tout à l'heure, dont un qui nous tient à cœur, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Moi, j'appelle ça, c'est quelqu'un de positif engagé. Donc, on trouvait que c'était important d'avoir cette petite piqûre positive en sortie de crise, parce qu'on en a tous besoin. Donc voilà, Philippe nous racontera sa vue de la sortie de crise. Après ce petit shot de positif, on passe en table ronde. Finance et RH. 2 tables rondes. Vas-y, explique-nous, finance. Une finance sur la RSE, reporting extra-financier, donc avec notre partenaire ABCSR. Et RTI qui sera avec nous. Il y a beaucoup trop d'acronymes ce matin. Voilà. RTI, et ensuite table ronde RH avec la Philharmonie de Paris, qui sera avec nous pour un témoignage très intéressant, et Niji également, si ma mémoire est bonne, et ainsi que UKG également, qui nous donnera une vision de la digitalisation de la fonction RH, vous verrez aussi particulièrement intéressante. Donc restez connectés, je m'adresse aux gens qui me regardent avec la caméra. On fera une petite pause quand même, la pause s'impose de 11h à 11h30, avant de repartir dans des environnements de démo, où c'est là où vous pourrez appréhender toutes les nouveautés, comment nos solutions ont évolué. Les roadmaps, éventuellement, si vous avez des questions sur les roadmaps. Des 4 pôles démo. Voilà, des use cases. Donc pareil, restez connectés. Pour ceux dans la salle, c'est plus facile, mais restez avec nous. Et puis, place à l'échange, focus group. Donc, c'est le moment privilégié pour échanger entre pairs sur vos problématiques, sur ce que vous devriez voir et ce que vous voudriez voir demain dans nos solutions. Donc, 2 focus group, une sur la RH, la digitalisation des processus de gestion administrative, et RH, et également sur la dématérialisation fiscale. On pensait que ces 2 sujets étaient des sujets qui pouvaient être intéressants d'échanger maintenant. C'est le bon moment. Et on se retrouve tous en plénière pour la clôture avec Pierre, et puis quelques petites surprises qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Donc restez avec nous là aussi. Voilà. Non, peut-être surprise à destination de certains de nos clients. Voilà, et puis ensuite on se quittera et on prendra un petit peu le temps d'un cocktail, de déjeuner ensemble rapidement, ou plus longtemps d'ailleurs, pourquoi rapidement. Voilà. Super, c'est parti, merci à tous. Merci beaucoup, bonne séance, bon tea days. J'invite à nous rejoindre sur scène Pierre Paulette, notre CEO, qui va partager avec vous où nous en sommes de notre transformation et de notre stratégie. Pierre Paulette.
Ah oui, je passe. Bonjour à tous. Je suis donc je suis Pierre Paulette. J'ai la chance et l'honneur de diriger Talentia depuis 3 ans maintenant, quasi jour pour jour. Et en ce qui concerne le thème du matin, Transform to Perform, la partie Transform, je peux vous dire que chez Talentia, depuis 3 ans, on l'amène à un certain rythme, pour pas dire un rythme certain, et je pense qu'on performe à la fin du compte. Donc un des thèmes de ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que ce que vous faites, ce que vous subissez, ce que vous avez l'obligation de faire lié à la concurrence, lié à tout ce qu'on s'est pris depuis 2 ans, chez nous aussi on le fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous comprend mieux et qu'on essaye d'adapter nos solutions à ce monde qui bouge, qu'on le veuille ou non, parfois un peu malgré nous. Donc transformation pendant la période de crise, chez Talentia, j'allais dire, on connaît bien. Donc j'appuie sur le bouton vert. Voilà. Alors je vais pas faire du Nietzsche, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, mais enfin quand même un petit peu, parce que je crois que on l'a tous vécu. Résister aux coups durs, c'est le propre de... Voilà, avant ça j'étais dans la cybersécurité et on parlait beaucoup de résilience tous les matins. Et c'est essentiel. Voilà ce qui permet de vivre. C'est ce qu'on a fait chez Talentia. Je pense qu'on sort de cette crise plus puissant, avec plus d'idées, avec une organisation complètement refaite, et tout ça pour vous servir mieux. Donc ce qu'on essaye de vous dire, on le fait, on se l'applique à nous-mêmes. Ça, c'est des messages essentiels. On a une organisation hybride, comme ce matin. Bonjour à tous, la présentation, elle est hybride. Je crois que demain, c'est un mot qu'on va falloir utiliser, figital, digital, physique, je ne sais pas ce que vous voulez, mais globalement, on va vivre comme ça maintenant. Et puis, c'est ni bien ni pas bien, comme dit Béatrice, c'est la vie. Je ne vous fais pas le coup de la digitalisation. On en voit encore de partout des endroits où ça simplifie et ça accélère et ça automatise. Enfin bref, on est lancé dedans. L'IA va débarquer juste derrière et va changer nos vies à tous. Voilà. Et ça, il faut le savoir. J'espère que si vous avez des enfants, dites-leur, il y a pas mal de choses qui vont changer, y compris dans les solutions de comptabilité ou de gestion RH. Vous le verrez plus tard. Tout ça, c'est pas pour nous embêter, c'est pour que, au quotidien, votre boulot, le mien, c'est d'avoir une capacité à décider précisément et rapidement et en temps réel, parce que ça bouge tous les matins. Aujourd'hui, on est au variant Delta, l'alphabet grec est assez long, je ne sais pas quel sera le prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'il va encore changer quelque chose. Et donc, il faudra décider, il faudra changer. Il faudra être accompagné par des logiciels RH ou finance ou ce que vous voulez, peut-être des ERP tels qu'on peut le faire aussi, mais qui vous donnent la décision, enfin qui vous aident à la décision. Le temps de décision est un acte clé dans l'entreprise de demain. Le rythme va s'accélérer. Et de toute façon, quand le rythme s'accélère, croyez-moi, l'organisation, elle bouge avec. Moi, j'ai un terme que je reprends de quelqu'un qui est mieux placé que moi sur l'état profond. Je pense que vous pouvez veiller tous à ce qu'il n'y ait pas d'état profond dans vos organisations. C'est ce qui coince les décisions. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, je sais pas, il n'y a pas de module état profond dans les logiciels Talentia, mais si c'était que de moi, j'en rajouterais un pour vérifier à ce qu'il n'y en ait jamais, ni chez nous, ni chez vous. Bon, ben voilà, je le redis autrement. On sort de cette crise en ayant fait 50% de croissance sur l'année passée. Alors vous allez me dire, c'est pas du jeu parce que c'était le Covid, mais on a quand même fait 25% sur 2019. Ce qui, en période de transformation, je reviens sur la digitalisation et les organisations, c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc on peut sortir plus fort d'une crise. On s'est organisé en business unit pour les clients internationaux. Je vous rappelle que Talentia est présent quand même sur 5 grandes géographies en Europe, en Italie, en Espagne, en Suisse et en France. Et aujourd'hui, on a des business units, en bon français, qui couvrent ces pays pour avoir un seul et même discours de Milan à Madrid, de Paris à Athènes et à Londres aussi où nous sommes. Bon, la bascule vers le SaaS en 2021-2022, ça peut paraître une banalité. Sachez qu'on est plein dedans et on s'aperçoit que, pour vous donner une petite idée, aujourd'hui 80% de nos nouvelles commandes sont des commandes SaaS. Voilà. Pour ceux qui doutaient que le modèle puisse prendre, je pense que c'est quand même, il faut le savoir, consommer de l'innovation par mode d'abonnement, c'est comme cela qu'on fera de l'informatique demain, c'est comme ça qu'on le fait aujourd'hui. Et c'est comme ça que chez Talentia, on souhaite vous le proposer.
Bon, ça passe par des renouveaux techniques. Je ne rentre pas dans les ateliers parce que vous allez y assister après avec tout ce qu'on est en train d'apporter à nos solutions. Et enfin, l'organisation, c'est aussi des hommes, c'est que des hommes même. On a beaucoup de postes ouverts. Alors, pas chez vous, dites-le autour de vous qu'il y a beaucoup de postes ouverts chez Talentia pour des métiers passionnants, des fonctions diverses et variées, et surtout une capacité à se projeter dans un tas de métiers nouveaux qu'on invente au quotidien chez Talentia, parce que c'est aussi ça, l'innovation, c'est penser le travail autrement, c'est organiser les carrières différemment, et c'est faire exploser, une fois de plus, les organigrammes un peu rigides. C'est mon petit dada à moi. Voilà, je crois que on m'avait dit tu fais super court. Je pouvais pas faire super court. Je suis ravi une fois de plus d'être là avec vous. Passez une bonne matinée, profitez-en bien. On sera évidemment disponible pour un tas de questions toute la journée. Je vous retrouve à la fin de la session. Merci à vous et bonne matinée. Merci beaucoup Pierre. Du coup, le maître mot de cette conférence, c'est « je me transforme », vous vous transformez, nous nous transformons. Tout ça avec comme objectif de croître, bien sûr, puisque la transformation n'a de vertu que si elle est positive. Du coup, je voulais partager avec vous quelque chose qui me tenait à cœur, parce qu'en fait, on a vu qu'il y a deux fonctions qui ont été quand même dans la lumière pendant la crise du Covid, c'est la fonction RH et la fonction finance. Pour des enjeux complètement différents, mais en tout cas, ces deux fonctions qui, par le passé, étaient plutôt des fonctions dites support, pour lesquels on a depuis trop longtemps en fait mis les investissements de côté, la transformation de côté. On a toujours entendu dire oui, bah, les RH on verra demain, et puis la finance aussi. Sauf que là, voilà, la crise du Covid arrive, l'ARH sur le front pour faire quoi? Accompagner la digitalisation du poste de travail, pour accompagner les collaborateurs à distance, certains dans des situations de travail pas si simples que ça, pour accompagner le lien entre l'engagement social des collaborateurs et l'entreprise. Enfin voilà, une division RH un peu perturbée. Et puis de l'autre côté, la finance sur deux principes, la gestion du cash, le manque de prédictabilité, de visibilité, comment on atterrit demain, c'est quoi le forecast. Donc voilà, des enjeux, comment je prends en compte en fait les contraintes gouvernementales et qui arrivent régulièrement. Comment je me transforme en même temps, puisqu'en fait, je dois réagir à une situation de crise inédite et je n'ai pas d'autre choix que de me transformer. Du coup, je voulais partager avec vous deux études. La première qui vient de Wavestone sur les enjeux de digitalisation des DAF, des entreprises de taille intermédiaire. Donc 184 DAF ont été interviewés. Et je trouvais que c'était intéressant de voir, bon ok, on a vécu la crise, ça veut dire qu'il faut qu'on se transforme, on l'a bien vécu, mais concrètement, on commence par quoi? C'est quoi nos grands enjeux? C'est quoi vos grands enjeux? Et ce qu'on voit bien, c'est que, la trésorerie, bah forcément, sans cash, on ne peut pas vivre, c'est un peu c'est le sang. Le pilotage de la performance, pourquoi? Sans prédictabilité, sans visibilité, je ne vois pas comment on peut prendre des décisions aguerries et averties. Et quand même un troisième sujet que je trouvais assez étonnant, la comptabilité. Ah bah tiens donc, la comptabilité est le troisième sujet de transformation des directions administratives et financières, probablement lié au SaaS, probablement lié aussi à l'automatisation de certains processus qui restent assez anciens sur la partie comptabilité. Donc avec en fait des enjeux qui sont très très clairs, c'est gagner en productivité, on en a parlé pendant la pause et je pense que ça va vraiment être le sujet de 2022. Nous, on échange beaucoup avec les directions administratives et financières des entreprises de taille intermédiaire. Le sujet productivité, c'est un sujet qui est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on a trop d'organisations financières qui sont capées à mettre en place des fichiers Excel, à mettre en place des choses qui n'ont pas de valeur pour l'entreprise. Alors, ce qui est important derrière, c'est plutôt la visibilité et c'est la capacité de prévision et d'anticipation. Donc, c'est le deuxième point, la résultante. Mieux organiser les ressources et travailler en mode collaboratif, bien sûr, et pouvoir en fait avoir des analyses un peu plus pertinentes. Voilà. Sur la partie RH, donc une étude de Deloitte qui a été réalisée en 2021. Donc là, c'est intéressant aussi parce que ce qu'on se rend compte, c'est que 90% des organisations n'ont pas encore tout à fait basculé dans la digitalisation RH au sens large. Donc seulement 53% ont digitalisé une petite partie et seulement 37% la majeure partie de leur processus RH. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de boulot sur la partie digitalisation RH.
Donc, priorité numéro 1, digitalisation des processus avec comme objectif et ligne de mire de pouvoir automatiser, de pouvoir simplifier les processus RH qui sont parfois, on peut se le dire, un peu répétitifs, un peu chronophages, un peu fastidieux et sans grosse valeur ajoutée. Deuxième sujet, le développement du learning. Digital learning, pourquoi? Parce qu'en fait, votre entreprise, elle croît, vos collaborateurs doivent croître également et ils doivent pouvoir en fait faire évoluer leurs compétences. Donc c'est un sujet de croissance et de développement des collaborateurs. Et enfin, le processus de onboarding, on sait bien que pénurie de talent, on sait bien que si pénurie de talent, ça veut dire limitation en termes de croissance. Donc pouvoir onboarder vite, c'est un enjeu capital de croissance pour les organisations. Donc ça nous va bien. Parce qu'en fait, toute notre roadmap a été travaillée dans ce sens-là, parce que ce que vous vivez au quotidien sur la partie RH et sur la partie finance, nous aussi, on le vit. C'est-à-dire que Talentia, c'est un peu un laboratoire de ce que peuvent vivre des entreprises de taille intermédiaire sur la partie finance et la partie RH. Donc, on a travaillé avec vous sur comment on peut faire évoluer nos solutions. Donc là, je vous donne un aperçu très, très, très rapide parce qu'on n'a pas trop le temps. Vous avez des tables rondes, vous avez des environnements de démo, vous avez des focus group qui reviendront plus en détail sur ces innovations. Mais en tout cas, voilà, je voulais les partager avec vous. Pourquoi? Parce que notre sujet, c'est de simplifier la complexité RH et financière des entreprises de taille intermédiaire. Et ça ne peut se faire que si on met au cœur de nos solutions des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, donc pouvoir automatiser le matching des talents avec vos recherches, les candidats, la RPA, la robotique, comment je peux robotiser certains processus qui sont faits manuellement aujourd'hui, le langage naturel, comment je me rapproche des collaborateurs, la RSE, on en parlera tout à l'heure, la signature électronique, mais dans sa globalité, c'est la dématérialisation et la digitalisation des processus papier. Et enfin, le machine learning. Tout ça, vraiment, avec pour objectif de se dire qu'est-ce qu'on peut automatiser pour remettre sur la RH le H au cœur des préoccupations de l'entreprise et sur la finance, l'analytique, le reporting et la prise de décision. Du coup, premier sujet, l'expérience utilisateur. Donc là, vous voyez, c'est l'expérience utilisateur que vous avez à peu près aujourd'hui. Ce que vous aurez demain, c'est un système plus épuré, un système qui est plus simple à prendre en main. Donc on est en train de travailler vraiment sur la UI et la UX pour faire en sorte que ce qui ressorte, c'est l'analytique et que vos utilisateurs puissent prendre la main sur les systèmes d'information le plus simplement possible, avec à l'intérieur l'automatisation de certaines tâches qui peuvent être automatisés. Donc ça va arriver petit à petit. Voilà. Deuxième sujet, la RSE et le reporting extra-financier. Donc il y a 25 indicateurs sur 7 domaines qui peuvent être analysés avec vos propres données. Donc l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, la RSE, même si vous n'avez pas une politique RSE ou une politique de développement durable au sein de votre organisation, le premier sujet, c'est de regarder, en fait, avec vos datas, qu'est-ce qui peut en ressortir comme reporting de données extra-financières. Et donc, on a travaillé avec ABCSR pour développer en fait, ce reporting extra-financier sur ces 7 domaines. Donc là, à titre d'exemple, la gouvernance, les droits de l'homme, le sociétal, l'environnemental, etc. Donc, il y a 7 domaines. Sur ces 7 domaines, on en définit en fait, un indicateur, un ou plusieurs, et on en tire des plans d'action. Donc ça, c'est pareil, c'est des sujets qui peuvent être facilement être mis en œuvre, qui peuvent être automatisés, encore une fois, pour vous accompagner dans ce reporting extra-financier et RSE. Mais il y a une table ronde qui a lieu tout à l'heure et vous le verrez, c'est hyper intéressant. Autre sujet, la data. L'analyse des performances, les entretiens annuels. Tout le monde a vécu les entretiens annuels sur papier. C'est un peu compliqué, c'est un peu chiant pour être tout à fait transparent. Donc, comment on automatise en fait l'analyse personnelle des collaborateurs sur différents critères, l'analyse des équipes et comment on le reporte pour qu'à la fin l'entretien annuel soit automatisable et garder en fait vraiment un moment d'échange avec les collaborateurs et que ce ne soit pas quelque chose basé sur du reporting. Le learning, donc un portail de mise à disposition des collaborateurs pour pouvoir consommer
et je dis bien consommer de la formation. Ce qui est important, c'est consommer. C'est-à-dire que je veux pouvoir consommer de la formation quand je suis dans les transports publics, quand je suis chez moi, peu importe où je suis, peu importe quel équipement j'utilise. Et je veux pouvoir me former sur des centres d'intérêt qui sont liés à l'entreprise, mais aussi des centres d'intérêt qui me sont propres. Pourquoi ? Pour développer mes compétences et pour développer mes capacités pour l'entreprise ou personnelle. La digitalisation des processus RH, des processus papier. Donc là, je vous ai mis la signature électronique, mais c'est comment je digitalise des choses où aujourd'hui, je remplissais un document, j'imprimais un document, je signais un document, je scannais un document, j'envoyais un email. Donc 10 étapes en fait sur un processus qui peut être en 2 clics réalisé en 2 minutes. Donc comment j'automatise ces processus RH aussi qui sont finalement intéressants, mais pas très forte valeur ajoutée. Alors, dernière innovation, c'est comment je simplifie la relation entre les RH et les collaborateurs. Comment je simplifie la recherche d'informations d'un collaborateur ou d'un utilisateur. Ça peut être sur la finance, ça peut être sur la RH. L'idée, c'est de se dire, mes utilisateurs, ils utilisent des outils collaboratifs. Donc là, je vous ai mis Teams, parce que chez nous, Talentia, tout le monde est sur Teams. Mais ça peut être WhatsApp, ça peut être Slack, ça peut être 2 outils collaboratifs. Comment je me sers du langage naturel, qui est la langue universelle humaine, pour aller communiquer avec les RH et pour aller rechercher de l'information sur d'autres systèmes d'information, sans être obligé de me repluguer sur un autre système, d'aller rechercher de l'information par ailleurs. Donc là, je vous ai mis Teams. Là, c'est une recherche sur les formations, quelles sont les formations qui ont eu lieu sur 2021. Mais ça peut être sur mes congés restants, ça peut être des discussions en temps réel avec la RH. Voilà, encore une fois, simplifier la vie des collaborateurs. Et là, je vous ai mis WhatsApp. Donc tous ces sujets-là sont soit disponibles à 90%, soit seront délivrés en fait sur 2022. Et je n'ai présenté que quelques exemples parce que j'avais pas trop le temps et je sais que là-haut, on va me dire que je suis trop longue. Xavier, autre sujet, la sécurisation de la digitalisation RH et finance. Je te laisse la main sur tous les nouveaux services que tu nous as préparés. Oui, en fait, l'idée, c'est de vous permettre merci Béa, de bénéficier de l'ensemble de ces innovations. Donc on a parlé de technologie, on a parlé promesses de productivité. Comment on la tient, cette promesse, tout simplement. Donc l'objectif est ici de vous dire qu'on a une palette de business services, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, qui vont vous permettre justement de maximiser l'usage de ces solutions. Donc s'assurer que vos utilisateurs en bénéficient au quotidien. Donc ça s'appuie sur les best practices qui ressortent des groupes qu'on organise avec notre communauté de clients. Consommer l'innovation, Béatrice en a parlé, donc être certain que les choses que vous avez vues ce matin, que vous allez voir dans les salles de démonstration, vous puissiez en bénéficier tout simplement au quotidien. Et puis optimiser vos investissements, c'est-à-dire qu'on va planifier avec vous vos évolutions, on va les cadencer, on va les prioriser avec vous dans un mode proactif. Et donc vous avez, ce que vous voyez à l'écran là, une palette de services proactifs pour vous permettre, encore une fois, de maximiser l'usage du SaaS et en tirer la substantifique moelle, si j'ose dire. Donc ça, c'est l'approche SaaS packagée qu'on vous propose. Celle-ci va évoluer en 2022. On va aller un cran plus loin. On fait ça de manière progressive. Pour la communauté RH des Managed Services, donc là, on va aller vraiment dans le pilotage du contrôle de vos payes, dans vos déclaratifs, tâches assez chronophages, Béatrice en a parlé, et qui nécessitent un peu de doigté réglementaire. Et donc là, on a des équipes qui vont vous accompagner là-dessus, encore une fois, pour vous concentrer sur la gestion de la relation avec vos collaborateurs. C'est là où vous avez la valeur ajoutée en tant qu'équipe RH, et donc c'est là-dessus qu'on souhaite que vous puissiez passer un maximum de temps. Donc voilà ce qu'on va faire sur la partie RH. Sur la partie finance, donc le Finance Business Services, s'étend également sur une offre qu'on appelle Save Close and Publications. Donc là, on va vous assister dans vos plannings de clôture, les rendre plus sécurisés. On va également vous assister dans la préparation de vos publications financières, toujours avec le même objectif, sécurité, productivité. Voilà les nouveautés que les équipes ont préparées pour vous sur 2022. Ça tombe bien parce que quand on écoute les DRH et les directeurs financiers, il y a quand même 2 sujets qui font suer un peu tout le monde. C'est les contrôles de paye, parce que la paye, par définition, elle doit arriver à l'heure, sans erreur.
Et derrière, les déclaratifs DSN, etc., qui sont assez aussi fastidieux. Et puis le fameux safe close, c'est un joli nom pour dire la clôture financière. La clôture financière, c'est quand même une grosse année qui arrive en fin d'année. Donc comment en fait j'accélère le rythme de cette clôture pour que ce ne soit plus quelque chose de un peu compliqué, quoi. Et avec des équipes fonctionnelles dédiées métiers chez nous, qui vont anticiper les choses avec vous, qui vont être dans la proactivité et gouverner ces évolutions. Alors, on a déjà pas mal de clients qui nous font confiance dans ce mode d'accompagnement. Donc ça, c'est important, que ce soit encore une fois sur la communauté finance ou la communauté RH. Et là, on va poursuivre dans cet accompagnement avec un déploiement à l'international. Donc vous avez les principaux pays qu'on va adresser sur 2022. Il y en aura d'autres, mais en tout cas, ce sont les 3 autres pays prioritaires pour les aider justement à consommer cette innovation que le SaaS permet. Voilà, j'en ai fini, on est un tout petit peu en avance. Bah, parfait, pour une fois qu'on est en avance, on ne va pas se plaindre. Hein, bah voilà. Félicitations. Génial, merci. Félicitations. Du coup, notre invité d'honneur, Philippe Bloch. Donc, Philippe est un éditorialiste, chroniqueur sur BFM, entre autres conférencier également. Tu interviens un peu partout sur des conférences. Alors moi, j'appelle ça un positif engagé. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a toujours des gens quelque part dans une communauté qui voient soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Bon, après, c'est vrai, quel que soit l'effet dramatique d'une crise ou d'une situation, il y a un moment donné, il faut qu'on puisse se regarder et se dire, bon, qu'est-ce que j'en tire concrètement et comment j'en sors grandi en fait de cette épreuve. Donc voilà, je trouve que Philippe a bien analysé la situation. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Ce sera mieux après, sauf si on est trop con ». Entre autres, le premier, j'avais bien aimé aussi. Ne me dites plus bon courage. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience en fait, chez vous, dans vos bureaux, mais quand vous prenez l'ascenseur, le nombre de gens qui vous disent bon courage, déjà, ça te plombe bien la matinée. Alors que quand on va aux États-Unis, et tu le connais très bien puisque tu vis à moitié entre la France et les États-Unis, ils vous disent have fun ou enjoy. Tout de suite, ça change la donne, quoi. Et donc, du coup, Philippe a écrit un bouquin là-dessus, donc c'était génial. Et le deuxième et le dernier que tu as écrit sur Ce sera mieux après, sauf si on est trop con, c'est pas mal aussi. En gros, ok, le rythme s'accélère, les crises qu'on vit sont de plus en plus fréquentes. Ça peut être des crises sanitaires, ça peut être des crises technologiques, la cybersécurité, peu importe. Comment on s'adapte face à tout ça, le fameux résilience, mot à la mode, et comment en fait on garde en fait ces sujets de transformation pour en sortir grandi, mais grandi sur la distance. Je vais pas trop en dire parce que je pense que c'est à toi maintenant. Donc Philippe, je veux bien que tu montes sur scène. Donc non, t'as pas besoin de télécommande en fait. Un micro peut-être. Ah bah, ce serait bien, oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Béatrice. Comme je suis très bavard et que je sais que tu as un timing contraint, je vais mettre ma montre sur le guéridon. Non, peut-être, c'est marrant parce que tu me présentes comme un optimiste, mais moi, on m'a souvent demandé est-ce que je suis né optimiste. En fait, j'ai aucune idée, je pense pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que, parce que je suis quand même avant tout un entrepreneur, je pense que l'entrepreneur par nature est optimiste. Et d'ailleurs, sa fonction, et je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs dans la salle et qui nous regardent aujourd'hui, en fait, la façon dont je définis l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable d'importer des emmerdements et d'exporter de l'enthousiasme. Et il se trouve que j'ai passé 10 ans, et certains d'entre vous le savent, à construire une chaîne de café qui s'appelle Columbus Café, qui aujourd'hui est une belle entreprise, mais j'en ai bavé. C'était une aventure passionnément difficile et on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'obstacles quand on a envie d'un projet partagé, customer-centrique, puisque vous êtes une entreprise qui est très customer-centrique. Et au fond, tu disais, je dois quand même apporter une précision sur le titre de mon dernier bouquin qui est sorti, en fait, 3 mois après le premier confinement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, moi je crois fondamentalement qu'on ne l'a pas tout de suite compris, mais on est vraiment rentré dans le 21e siècle, en fait, non pas en 2000, mais il y a 1 an et demi, en fait. Et très précisément le 15 mars 2020 pour les Français, quand Emmanuel Macron nous a transformés en japonais, c'est-à-dire en gars disciplinés. C'est le truc de dingo qui n'était jamais arrivé. Alors c'était temporaire, hein. On est vite revenu à nos mauvais réflexes, mais en tout cas, et on n'est pas resté chez nous parce qu'on est discipliné, mais parce qu'on a eu les jetons. Il faut quand même bien se rendre compte que c'est ça la vraie raison. Mais du coup, moi j'ai commencé à réfléchir à ce qui nous arrivait, on n'avait rien à faire, j'étais en train de regarder Netflix, et puis du coup il y a plein de trucs qui me sont passés dans la tête, et je me suis dit mais au fond est-ce que le mot crise qu'on entendait partout, crise sanitaire, crise ceci, crise cela, n'est pas le bon mot?
parce que ça voudrait dire globalement que tout reviendrait à la case départ, ce qui n'a finalement pas beaucoup été le cas, même si on pense, et on commence à entendre un petit peu, que le monde d'après qu'on évoquait souvent à cette époque-là ressemble furieusement au monde d'avant. Moi, je ne le crois pas, pour tout vous dire. Et je crois sincèrement qu'on est véritablement rentré dans le siècle que les Américains appellent un siècle sans boussole, et à quel ils ont donné d'ailleurs un acronyme qui est le mot VUCA, que vous devez connaître aujourd'hui, qui est volatilité. Regardez les cours de bourse, regardez les cours des matières premières, regardez les cours de tout, globalement. Une volatilité totale. Le U de uncertainty en anglais, l'incertitude. Jusqu'à il y a quelques semaines, tu n'étais pas certaine de pouvoir faire cet événement. En Figital, on ne savait pas. Là, on est tous sans nos masques. Mais regardez, est-ce qu'avant Noël, on ne va pas tous se retrouver avec le variant E, Electra, je ne sais quoi, etc. L'incertitude, ce qui est terrible. La complexité, ce que vous tentez de résoudre pour vos clients. Et vous savez, la complexité, c'est de la complication avec de l'incertitude. En gros, la montre suisse, c'est compliqué, un plat spaghetti, c'est complexe. La montre suisse, c'est compliqué, mais si vous l'avez monté 450 fois dans votre vie, il n'y a aucune incertitude, vous la remontrez facilement. Le plat spaghetti, où va aller la sauce tomate, on n'en a aucune idée, parce que c'est le monde dans lequel on est. Et puis le mot ambiguïté, c'est celui que je préfère dans cette histoire, parce qu'au fond, je pense que tout va dépendre, d'où ce sous-titre un peu provoquant, ce sera mieux après, sauf si on est trop con, du regard qu'on va porter sur la chose et du mindset avec lequel on aborde cette période. Et je peux vous dire un truc, parce que j'ai passé 15 ans de ma vie sur BFM Business et je continue à animer pas mal de choses. Et je dis bien BFM Business et pas BFM TV, parce que quand je dis BFM TV, on me dit oui, c'est à cause de vous tout ça. Donc BFM Business, c'est plutôt une antenne positive. BFM TV, les gens trouvent que c'est un peu anxiogène et je suis d'accord avec vous. Et ils en font trop, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi je vous dis tout ça, c'est qu'en tant qu'homme de médias depuis très longtemps, j'aurais pu dire ce sera pire après. Et ça aurait sans doute marché, parce que les Français adorent les mauvaises nouvelles, il faut juste le savoir. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles nous rassurent sur notre propre sort. On adore le malheur des autres. C'est un truc formidable. Il y a un très beau proverbe africain qui dit, et je l'adore, qui dit « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Je trouve que c'est exactement un état d'esprit qu'il faut ne pas avoir. Et en fait, il est évident, et Pierre, tu l'as rappelé, que ce Covid, finalement, il a simplement accéléré les tendances existantes. Et en fait, vous savez, c'est la troisième fois même qu'un siècle démarre 20 ans après son démarrage. Ce que je savais bien évidemment pour le XXe siècle, rappelez-vous, il y avait un même fondamental qui était la révolution industrielle, sauf que ça a été décalé d'une guerre, 14-18, et à partir de là, tout ce qui a fait en fait le XXe siècle s'est construit véritablement. Ça s'est suivi des années folles, on ne sait pas si on aura des années folles, après il y a eu des années moins folles et moins fun, et on ne sait pas ce qu'on aura après cette reprise qui est en train de se faire, dans un pays, quand même, dans un monde de plus en plus violent et complexe, quand même, il faut le dire. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a eu un volcan en Indonésie qui a créé en fait en plein été des nuages de poussière en fait sur tout l'hémisphère nord, qui a créé des famines incroyables. Et tout ce qui était les fondements du siècle ont démarré également 15 ou 20 ans plus tard. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la révolution numérique, qui va vraiment être le fondement en fait du XXIe siècle, un peu décalé par un facteur exogène et accéléré par un facteur exogène qui est le Covid. Alors ce facteur exogène, il a fait quoi? Il a accéléré, tu l'as dit ce matin, pas la peine de le rappeler, la digitalisation accélérée de nos vies personnelles et professionnelles, à travers plein de choses, de la téléconsultation, demain avec la 5G, l'IA, je vais en parler dans un instant, et le télétravail, qui, puisqu'on est quand même sur beaucoup de fonctions RH parmi vous, pour moi, la véritable révolution puissante et très complexe, notamment pour les Français, qui ressort du Covid. Parce que vous savez qu'il y a un appétit. Quand j'ai vu la semaine dernière, j'ai entendu, lu que toute personne aujourd'hui qui postule dans une entreprise, la première question qu'il pose, c'est y a-t-il un accord sur le télétravail en ce moment? C'est un enjeu absolument incroyable qui va profondément modifier le management dans un pays comme la France, dont je rappelle qu'il n'a confiance en personne. Parce que le télétravail réussira si le facteur confiance du management, qui est le truc tout sauf français, fonctionnera. Parce que l'idée de perdre le contrôle des gens, je me dis à quoi je sers? C'est-à-dire qu'on oublie complètement ce qu'est un manager et un leader, en fait. Un manager, c'est quelqu'un qui est investi par son patron pour réaliser des objectifs avec des moyens et une équipe. Ça, c'est le management. Et il tire sa légitimité de son patron. Qu'est-ce qu'un leader qui va être le nouveau job demain de n'importe quelle personne qui a des équipes? C'est quelqu'un qui tire la légitimité de son équipe. Et au fond, il y a là une vraie révolution, et je pense qu'en matière de RH, il y a deux choses qui vont beaucoup changer, enfin plusieurs choses. La première, effectivement, c'est que les gens vont être demandeurs d'une meilleure qualité de vie, mais surtout d'être traités comme des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premiers clients d'une entreprise, ce sont ses salariés. Et si aujourd'hui, vous avez 30 postes à pourvoir, c'est qu'il y a une compète de dingue. Il y a quand même eu, aux États-Unis en ce moment, il y a 500 000 personnes qui quittent le monde du travail. Pas pour le quitter, mais pour en changer et faire leur propre vie différemment. Vous avez 1 300 000 personnes en France ou 1 200 000 selon les stades de Pôle emploi en fonction des périodes, de jobs qui ne sont pas pourvus. De gens qui ont, malgré tout, et c'est là que je n'accepte pas l'idée que tout est revenu comme avant, il ne faut pas me faire croire que cette pause qui nous a été imposée,
ne nous a pas servi à réfléchir au sens de nos vies. Et ce qui était avant, en fait, un truc un peu de millennials aujourd'hui, de se dire pourquoi je me lève le matin, avec qui, pour faire quoi, dans quel type de lieu, sur quel rythme, etc. Ben, je pense que plein de gens se disent je préfère faire évoluer mes priorités. Et quelque part, on a aussi compris un truc, c'est que la vie est courte et qu'on est mortel. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'aujourd'hui, on se dit, est-ce que j'ai envie de faire exactement la même chose toute ma vie ? Eh ben, je peux vous dire que la plupart des gens aujourd'hui vous disent non et que du coup, ils vont se comporter, vos collaborateurs actuels ou futurs, comme des clients, avec une exigence incroyable. Pire encore, c'est qu'ils veulent tous être traités différemment. Il y en a qui vont vouloir effectivement être là en permanence parce qu'ils adorent les copains, le café. D'autres que les copains ne supportent plus au café parce qu'il finalement, il y en a ras-le-bol d'écouter ces conneries le matin. Tout ça va être très complexe. Dans un pays qui plus est, qui n'a confiance en personne, je le rappelle quand même, il y a un sondage qui me fascine chaque année, qui est fait un peu dans le monde entier. On demande aux gens, est-ce qu'en général, vous faites confiance aux autres ? Ou est-ce que vous faites naturellement confiance ? Est-ce que vous faites confiance aux autres ou est-ce que vous avez tendance à vous méfier ? Eh bien, il y a 80% des gens en France disent, moi, je me méfie de tout le monde. Truc de dingue. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on n'est pas heureux, vous le savez, parce que plus on est dans un pays où on a confiance, plus on est heureux. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les statistiques très claires, d'ailleurs aussi sur tout le monde sait que plus on monte vers le nord de l'Europe, et notamment je pense au pays qui est le Danemark, où on est censé vivre le plus heureux en Europe, plus l'indice de confiance augmente. Au Danemark, 80% des gens disent « moi j'ai confiance naturellement ». En France, 80% disent « il a une bonne gueule, on va se méfier quand même ». Non mais il faut le savoir. Vous savez, il y a un opéra à Copenhague. Il ne fait pas chaud l'hiver à Copenhague, mais il n'y a pas de vestiaire. Les gens mettent leur truc sur des crochets à l'extérieur de l'opéra et puis ils écoutent l'opéra sereinement. Imaginez l'opéra Bastille, où vous avez laissé en fait vous avez laissé vos manteaux sur un portail et alors vous allez vous barrer toutes les 10 minutes de l'opéra pour dire, je vais quand même voir si le manteau n'a pas été... Ça, c'est la France. Vous savez, c'est un vrai sujet. Et effectivement, si on n'apprend pas la confiance, le télétravail sera un échec, mais il sera une demande très très forte des salariés. Et puis cette accélération technologique, cette data qui est devenue l'or noir du XXIe siècle, qui va être effectivement source de l'explosion de l'intelligence artificielle pour toutes les tailles d'entreprise. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est vachement intéressant. C'est que grâce à vous tous, ici, qui êtes beaucoup dans la tech, eh bien, toute cette technologie va devenir très vite une commodité et ne sera plus différenciante. Alors il est en train de se passer autre chose, c'est que si on s'échappe un tout petit peu de la technologie, c'est qu'au fond, quand toutes les entreprises seront capables d'avoir automatisé les processus, des RH, de la finance, de tout ce que vous voulez, la différence ne se fera plus là-dessus. Et ce qu'on est en train d'observer dans les entreprises, c'est la montée en puissance phénoménale des soft skills versus les hard skills. Parce que les qualités spécifiques techniques, franchement, elles vont se développer assez facilement. En revanche, cette capacité d'un management qui va savoir évoluer, faire confiance, être bienveillant, avec toutes les qualités que sont l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'intuition, la capacité à faire bosser les gens ensemble, à collaborer, etc., vont être des éléments extrêmement différents d'une entreprise à une autre pour finalement être une marque employeur qui attire. Et vous voyez bien la difficulté aujourd'hui qu'il y a effectivement à attirer des talents. C'est vrai dans le monde entier en plus. Et les vrais talents sont chers, vous le savez. Il y a inflation des salaires, on le sait aussi. En ce moment, c'est très compliqué. Il y a inflation de tout. Il y a inflation des matières premières, inflation des salaires, complexité de tout. C'est extrêmement complexe à gérer. Et du coup, ça veut dire qu'il faut un mindset différent pour affronter tout ça, parce que beaucoup de gens n'apprécient pas le changement. Vous savez, le changement, c'est compliqué. Et pourtant, qu'est-ce que les choses bougent vite, parce qu'il y a d'autres choses. Vous évoquiez tout à l'heure, enfin on l'évoquait off, je crois, la RSE, la montée en puissance de la RSE, c'est extrêmement intéressant aussi, parce qu'au fond, ce n'est pas un effet du Covid, parce que la crise du CO2, elle était déjà là. En revanche, la pression aujourd'hui, à la fois des clients, des investisseurs sur les entreprises, sur la décarbonation et la capacité effectivement à accélérer tout ce qui touche autour de la RSE dans les entreprises est absolument phénoménal. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que le dernier sujet qui va s'accélérer de manière évidente et accélérer le Covid, au fond pour moi, au-delà de tous ces trucs-là, qui sont déjà pas simples à gérer, c'est en fait l'obligation absolue, permanente de se réinventer tout le temps. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au fond, on n'aime pas trop changer. Et pour autant, je pense qu'il faut se rendre compte que changer un peu fait mal, mais que changer beaucoup fait pas beaucoup plus mal. Et qu'on a intérêt à y aller tout de suite parce qu'au fond, moi, j'ai écrit pas mal de bouquins dans ma vie. Le tout premier, certains d'entre vous n'étaient pas nés, ce qui m'énerve toujours, mais il faut que j'assume, c'était en 86. Il s'appelait Service compris. C'était le vrai premier bouquin sur le thème qu'on n'appelait pas encore l'expérience client. 500 000 exemplaires sur un thème quand même simple. Le sous-titre du bouquin, c'était « Les clients heureux font les entreprises gagnantes ». Très efficace. Un proverbe chinois en introduction, parce que mon patron de l'époque, j'étais à l'Expansion à l'époque, et mon patron m'avait dit qu'il faut trouver un proverbe chinois en introduction. Ça, finalement, jamais, ça fait pas de mal, sauf que c'était compliqué à trouver à l'époque, il n'y avait pas Google.
Alors, en général, on les inventait à l'époque. Mais là, je l'avais trouvé, c'était un vrai. Il disait, en fait, l'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique. Je trouvais ça très efficace. Et le sous-titre du bouquin, c'était « Les clients heureux font les entreprises gagnantes ». Très efficace, je l'ai dit, mais totalement inutile aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la vraie rupture, c'est que si vous dites ça, vous êtes à peu près certain de durer qu'une année au lieu de 20 prochaines. Parce que le simple objectif de satisfaire vos clients me semble notoirement insuffisant. Et j'écrirais plutôt « Les clients enthousiastes font les entreprises pérennes ». Moi, je ne pars jamais de satisfaction client parce que je pense que c'est juste normal que vous m'apportiez ce que je vous paye, ce pourquoi je vous paye. Mais l'enthousiasme, c'est qu'il s'est passé un truc qui fait que je vais rester avec vous. C'est vachement compliqué. Vous savez, moi, j'ai écrit ce bouquin en 86. J'ai 26 ans. Première personne qui m'appelle, Bernard Darty, l'homme qui incarnait en France à l'époque la qualité de service. Incroyable. Et il m'appelle pour parler du service chez lui. J'écoute ce que je lui dis, vous êtes mon idole. Il me dit, non, venez voir. Je dis, mais pourquoi vous m'avez invité? Il me dit, parce que c'est vrai que j'ai du succès, mais le succès est une invitation à s'endormir. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que ce monsieur, il a quand même été chaque fois un coup d'avance, parce que rappelez-vous que ça a été le premier à parler, non pas produit, mais service, à communiquer sur la qualité du service et pas sur le produit. Ça a été le premier à faire le truc le plus suicidaire en France, qui est le contrat de confiance. Le gars faire confiance à ses clients, c'est un truc de fou. Un truc de dingue. C'est en ce moment le premier, vous avez remarqué, à promouvoir l'économie circulaire, avec son Darty Max à 9 €. Enfin, il n'est plus là. Mais 9,99 €, je vous conseille de le prendre, un abonnement, je n'ai pas d'action chez Darty. Pour 9,99 €, il vous couvre tous vos produits, de toutes vos maisons, si vous en avez plusieurs, même si vous ne l'avez pas acheté chez lui, pour éviter pour les réparer plutôt que de les remplacer. Un truc de fou, quand même. Oui, l'économie change à une vitesse absolument considérable. Et ce qui est marrant, effectivement, c'est quand l'expansion, moi j'étais à l'expansion comme éditeur du magazine pendant 3 ans, c'était la seule partie de ma vie professionnelle où j'étais salarié, et tout le reste, j'étais entrepreneur. Et Jean Boissonnat, qui était le rédacteur en chef du magazine, quand on a été concurrencé par le magazine Capital, magazine papier à l'époque, nous a dit on a de la chance parce qu'on est en pleine forme économique et financière, on gagnait beaucoup d'argent, 2800 pages de pub par an, etc. Et il nous dit c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Et je pense qu'effectivement, c'est le moment en fait, dans lequel nous sommes rentrés. Et vous savez, moi, je me suis toujours interrogé, et je m'interroge toujours sur un certain nombre de choses que j'aimais, en me demandant mais pourquoi est-ce qu'elles ne se sont pas réinventées? Au premier rang desquelles, si je remonte très 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 loin, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, mais je faisais du Walkman, du jogging avec mon Walkman Sony. Il était jaune, il était waterproof, avec la cassette, le truc de personne ne connaît à quoi ça sert. Enfin, les enfants, vous ne savez pas à quoi ça sert. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que Sony n'a pas inventé l'iPod? Pourquoi PayPal n'a pas été inventé dans une banque? Pourquoi, c'est connu, Kodak qui a inventé le photo numérique, n'a pas fait Instagram? Pourquoi l'encyclopédie Universalis que mon père nous offrait pour qu'on ait une belle éducation, qui était difficile à lire en tant qu'enfant, n'a pas inventé Wikipédia? L'analyse que j'en fais, elle est très simple, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas la vision disruptive de leur activité. Parce que vous savez, il y a quand même 2 façons de faire de l'innovation, puisqu'on est dans l'innovation. Il y a la plus banale, celle que j'ai défendue pendant 30 ans, dans tous mes bouquins, Service compris, et tous les autres, de manière incrémentale. On fait chaque jour un peu plus de la même chose, un peu mieux. Et ça correspond d'ailleurs aux attentes de nos clients, globalement. Parce que quand on demande à un client ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il vous dit? La même chose, plus vite et moins cher. Et parfois, on demande plus simple. Mais jamais autre chose. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que ça fait la différence entre... Vous savez, moi, avant le Covid, je disais, aucune entreprise ne peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans 5 ans, de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, face aux mêmes concurrents avec les mêmes technologies. Aujourd'hui, je ramène ça à 2 ans. Parce qu'effectivement, quand on pense incrémental, c'est génial, on maintient un niveau dans un univers où tout le monde s'améliore autour de vous, ce qui fait qu'au fond, la ligne d'arrivée du marathon recule en permanence à mesure que tout le monde s'améliore autour de vous et qu'on ne vous compare pas en fait à un concurrent, mais au meilleur de tous ceux qui vous ont fourni une expérience client. Ce qui rend le truc vachement compliqué. Et du coup j'ai oublié où j'en étais, moi. Il y en a un qui a écouté ou pas? Je disais que... il faut m'aider, vraiment, j'ai un doute sur... Comment? Voilà, merci. Il y en a donc 2 qui ont écouté. L'innovation disruptive versus, pardonnez-moi, il est tôt ce matin, on démarre très tôt ce matin. L'innovation disruptive versus l'innovation incrémentale versus la disruption. Je reviens sur Steve Jobs. Pourquoi est-ce que c'était Steve Jobs? Rappelez-vous cet outil-là, je n'en ai pas avec moi, il est dans mon cartable, qui a changé le monde, ce smartphone, 2007. Est-ce que vous vous souvenez de la part de marché qu'avaient encore BlackBerry et Nokia 3 ans plus tard dans le monde? Près de 50%. Vous vous souvenez, BlackBerry, avec son clavier, est disparu. Nokia, on ne sait pas, les gens le cachent, donc on ne sait pas combien il en reste. Il reste que quelques... Ah, t'as encore ton Nokia, toi? C'est juste les vintage, les plus nostalgiques qui le gardent. Oui, mais ils auraient pu rester.
Ils auraient pu changer eux aussi. Mais simplement, en fait, quand il a inventé ce très bel outil qui était le smartphone, à l'époque, c'était un outil débile. C'est 1 an après, quand il a mis l'intelligence, de la data et des applications, qu'ils ont changé notre monde, votre monde et notre façon de travailler et de vivre, et qui est en train de faire cette révolution technologique. Et au fond, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la force de Steve Jobs, c'est qu'il n'a jamais pensé que pour innover, il fallait écouter ses clients. Et en fait, il avait comme fondamentale philosophie de l'innovation que les clients ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. Et ça fait une rupture absolument incroyable, parce qu'au fond, il a su faire un autre truc incroyable, c'est de savoir choisir ses combats. Moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple, n'importe quel anti-Apple ne peut pas nier que c'est toujours très beau. Avec un packaging fabuleux, sorti tout droit de l'esprit d'un Japonais qui a fait le packaging, qui a pensé chaque détail. Ça a été très longtemps un coup d'avance. C'est un peu moins vrai technologiquement, parce qu'aujourd'hui, la plupart des composants viennent de Chine, et chaque fois, le Chinois a un coup d'avance sur le 12e objectif de l'appareil, mais globalement, c'est quand même assez en avance. Ça a toujours été idiot-proof, facile à utiliser. N'importe quel neuneu peut se servir d'un iPhone. Et c'est toujours cher. Et toujours cher, c'est vachement bien. Pas pour nous, mais pour lui. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il faut le savoir. Il a perdu le leadership en volume mondialement, il a gardé le leadership en valeur. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si vous savez choisir vos combats, vous évitez le pire combat de l'année, c'est le combat du prix. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de moyen, finalement, qui n'attire personne, quelqu'un de très cher qui attire tout le monde, et quelqu'un finalement très compétitif qui attire tout le monde aussi. Vous savez, quand un ours et un crocodile se battent, si tant est que ce soit possible, ça va dépendre du terrain où ils vont se battre, la terre ou l'eau. Et il faut bien se dire qu'en fait, si vous attirez votre client sur votre terrain de la différenciation, vous avez une chance d'échapper au terrain sur le combat sur le prix. Et ça, c'est fondamental, parce que ça va se jouer de plus en plus là-dessus, dans une économie de plus en plus compétitive, avec des gens qui vont de plus en plus réfléchir, et on voit bien qu'en ce moment, il y a une forme d'attentisme en se disant qu'est-ce qui va se passer si ça reprend, etc. Et du coup, dans cet environnement finalement de très très forte accélération technologique, de mutation qui interpelle et qui fait un peu peur, je pense que tu parlais d'optimisme, et c'est une des raisons que tu as fait, que tu as voulu m'inviter ce matin. Tu évoquais ce livre, Ne me dites plus jamais bon courage, parce que je pense sincèrement que ce qui était à l'époque pour moi une espèce d'énervement quand j'ai écrit ce bouquin devient, je trouve, une arme stratégique dans les entreprises, c'est d'être des gens positifs, optimistes dans un pays qui ne l'est pas, globalement. Vous savez, on est quand même les champions de la dépression française. Enfin, on est le peuple le plus déprimé du monde. On est passé numéro 2 comme peuple consommateur d'antidépresseurs. Donc ça va mieux, mais on est quand même numéro 2. Dans un pays qui n'est pas heureux. Quand je dis qu'il n'est pas heureux, en fait, ce n'est pas qu'on est malheureux, c'est qu'on est malheureux ensemble, d'ailleurs. C'est encore un autre sujet qui est un sujet politique, d'ailleurs. Et il y a d'ailleurs là aussi un sondage qui est quand même assez terrifiant, c'est que quand on demande aux gens dans le monde entier s'ils sont heureux de vivre dans le pays dans lequel ils vivent, je ne sais pas si vous savez qu'on arrive 28e. Je ne sais pas si vous allez parfois en Bavière, mais enfin, les Allemands, ils viennent en vacances sur la Côte d'Azur, quand même. Vous voyez, donc c'est un truc incroyable. On n'est pas heureux, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est vrai qu'on n'est pas des gens fondamentalement optimistes. Et c'est vrai que je l'ai compris, moi, un matin, j'étais dans un ascenseur à la Défense en 2013, il y avait un truc qui m'était déjà passé à l'esprit. J'avais, la veille de ce jour-là où je me suis dit, mais pourquoi il souhaite bon courage tout le temps? J'ai regardé la télé et j'entendais un philosophe dire que la France n'est pas amoureuse de son présent, elle est angoissée par son avenir, elle se réfugie dans son passé, ce que je trouve malheureusement toujours d'actualité. Et puis je lisais qu'il y a un sondage qui disait que les Irakiens étaient plus excités sur leur avenir que les Français sur le leur. Je leur ai dit, là on a un problème. Et le matin, à la Défense, donc la Défense, je crois qu'il y en a qui sont à la Défense chez vous, l'ascenseur le matin, ils font tous la gueule, ils se font au fur et à mesure. Dès que l'un quittait l'ascenseur, il souhaitait bon courage. Je me dis, il y a une mauvaise ambiance dans la boîte. Je fais mon rendez-vous, je repars, c'était pas les mêmes dans l'ascenseur, ils continuent à souhaiter bon courage. Je dis, c'est une culture de la boîte. L'après-midi, j'allais à Marseille, en fait, et je prenais un avion, parce qu'à l'époque, on prenait plus l'avion que le train, c'était en 2013. Et j'aime bien, sans doute comme vous, avec Flying Blue, machin, on s'enregistre à l'avance. Moi, je mets toujours le rang 1D. On est proche du cockpit, on est peinard, on se barre vite. Et je l'aime bien, celui-là. Et il se trouve que j'étais au rang 1D. Bon. Et donc, proche du cockpit, le steward ferme la porte du cockpit et souhaite bon courage au pilote. Et là, on s'est dit, putain, il y a peut-être un pépin. C'était con, hein? Il a instillé de la méfiance et de la peur en nous. Et donc ça s'est bien passé. J'arrive à Marseille, je prends un taxi, j'arrive au Vieux-Port, le mec me souhaite bon courage. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et j'avais oublié que c'est devenu une façon naturelle de souhaiter bonne journée en France. Qui est quand même le matin, quelqu'un qu'on aime, tu vas en baver, tu vas en chier, Coco, quand même. Il faut quand même l'avoir en tête. Et je vous assure que du coup, j'ai fait ce bouquin parce qu'il y a 12 chapitres du langage français qui est pessimiste. Et j'ai compris un truc, c'est qu'il y a de la contagion émotionnelle
des gens, des équipes, des managers, des entreprises, et qu'on veut aller vers des gens qui ont la pêche, qui nous donnent envie de l'avenir, qui nous donnent envie de bosser avec eux, qui nous donnent envie de rentrer chez eux. Et donc, ce qui était un truc de psycho à la con, c'est une arme stratégique, la bonne humeur, et l'enthousiasme, et l'optimisme. Parce que regardez quelques phrases. D'abord, autre élément de la culture d'entreprise le matin, la question du matin est totalement idiote, parce que reconnaissez totalement inutile. Comment ça va, toi? Je sais pas, vous avez conscience que tout le monde se fout de votre réponse. Il faut quand même l'avoir en tête. Le gars est déjà parti, il n'a pas le temps de lui expliquer, vous étiez déprimé, vous n'avez pas dormi de la nuit. C'est un truc bizarre. Et si vous dites ça en début de semaine, vous avez un risque qu'un gars vous dit comme un lundi. Vous passez à moins 20% de l'objectif de la semaine. Si un autre un peu plus déprimé vous dit, tu sais, moi vivement le soir qu'on se couche, vous êtes à moins 40. Et le plus âgé qui dit, tu sais, moi vivement la retraite, on passe à moins 60. La boîte, c'est pas 2 ans, c'est 1 an espérance de vie. Non mais vous êtes d'accord ou pas? C'est dramatique. Ne demandez pas comment ça va, une édition stupide. Alors, il y en a d'autres. Hein. Vous savez, un jour, j'attendais un rendez-vous, c'était un cabinet d'expertise comptable. Je vois un comptable passer qui voit le client, il dit ça va, la question idiote, et l'autre lui dit je fais aller, hein, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attendez, faire aller, c'est l'expression qui a été inventée par un déprimé, ce truc-là. Et vous savez, un jour, j'intervenais sur le bouquin, au lancement du bouquin, et quelqu'un est venu me voir pour dire, vous savez, dans la boîte où je bossais, c'était encore pire. On avait une tradition que je détestais, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai quitté. Ça me fait toujours marrer quand j'y pense. Il disait, on avait une tradition, voilà, c'est que chaque mercredi, à midi pile, on faisait une fête avec l'équipe. On célébrait la bascule. Vous voyez? On bascule vers le bon côté de la semaine, on a fait le plus dur. Là, je ramène l'espérance de vie à 6 mois. De 5 ans à 2 ans, à 1 an, à 6 mois. Non, mais c'est juste dramatique, je vous assure. Et les mots sont des armes, hein, sont des armes incroyables. Et c'est vrai que là-dessus, on peut multiplier les trucs. J'ai écrit pendant 10 ans une chronique dans le magazine L'Entreprise, qui était l'expansion des PME, qui est mort aussi d'ailleurs. Je pense que je porte la chkoumoune à la presse française. Il faut que j'arrête peut-être d'écrire des trucs. Et un jour, je n'avais pas de sujet, en fait, du mois. C'est pas toujours facile de trouver un sujet tous les mois pendant 10 ans. Et en fait, j'étais en TGV. Alors là, vous savez, il y a toujours les gars au Club 4 qui hurlent pendant 2 heures. Et dès que l'un disait un truc, l'autre lui disait « oui, mais le problème, c'est que… » C'est insupportable. Ce sont les mêmes qui vont vous dire « c'était mieux avant ». Alors, je mets un bémol, c'était mieux avant. Franchement, entre notre vie avant Covid, notre vie pendant Covid, on était mieux avant. Sans les masques, sans les emmerdements, les autorisations de sortie pendant 1 heure pour faire du sport, etc. C'était insupportable. Mais pardonnez-moi de vous dire quelle indécence, pour quiconque connaît un peu l'histoire du monde et qui vit en 2020, de dire c'était mieux avant. Moi, j'ai tendance à lui offrir un bouquin de l'histoire du 21e siècle, du 20e siècle, et de l'inviter à se concentrer sur les 40-50 premières années en France. Vous savez, nous, la guerre, on l'a fait sur le canapé en regardant Netflix. Hein. Nos parents, nos grands-parents, c'était pas exactement le même monde. Je vous rappelle qu'il y a, si on prend maintenant, il y a 100 ans, on a gagné 2 décennies d'espérance de vie. Un jour, je voyais un cartoon dans le New York Times sur ce sujet du c'était mieux avant. C'était un couple pendant la préhistoire, donc ils sont à moitié à poil dans leur grotte, et le type dit à sa femme, enfin sa copine, je sais pas qui c'est, bah tu vois, je comprends pas. On mange bio, on fait du sport, il n'y a pas de diesel, on meurt à 20 ans. Mais c'était la préhistoire. Non, mais il faut l'avoir en tête. Vous savez que 1720, espérance de vie d'un Français, 28 ans. On a quand même du bol. Hein, aujourd'hui, on est quand même à 79 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. Ce qui d'ailleurs pose un vrai problème. C'est que du coup, on s'est habitué à ça. Et qu'on ne comprend plus que la mort, tout d'un coup, on considère absolument normal, que c'est ça le chemin normal de la vie. Mais non, ce n'est pas vraiment ça. Mais il faut quand même rappeler que la vie, effectivement, est dangereuse. Et que le principe de précaution, par exemple, il faut s'arrêter un petit peu, parce qu'effectivement, le Covid, ça va être un vrai sujet là-dessus. Hein. C'est-à-dire que si ça limite notre appétit à prendre des risques par peur de tout, on a un sujet ensemble qu'il va falloir qu'on gère. Mais il y a d'autres phrases. Il y a par exemple le merveilleux « on a toujours fait comme ça ». Alors ça, puisqu'en plus on est quand même dans la mutation ou la transformation digitale, s'il y a dans votre boîte un abruti qui vous dit « on a toujours fait comme ça », vous lui racontez l'histoire de la dinde de Thanksgiving. Je ne la connaissais pas, elle m'était racontée par un banquier au Luxembourg, un banquier luxembourgeois qui avait de l'humour. Il y en a. Et il nous raconte, Thanksgiving, vous connaissez, c'est bientôt aux États-Unis. D'ailleurs, c'est une fête familiale extrêmement importante pour eux, presque aussi importante que Noël, où la dinde joue un rôle important, même si elle morfle un peu ce soir-là, mais en tout cas, elle est là. Donc du coup, elle est dans le four, et le mari dit à la femme dit à son mari, tiens, ressors là, j'ai pas le temps de terminer de la préparer. Alors elle dit, mais pourquoi t'as pas, qu'est-ce qui manque? Et elle commence à couper l'arrière de la dinde. Bizarre, elle comprend pas pourquoi, donc il s'engueule un peu, il y a la tension du dîner, etc. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle n'a pas d'autre réponse. Écoute, arrête de m'embêter, maman a toujours fait comme ça. Alors écoute, on va l'appeler parce que j'aimerais quand même bien comprendre si tu sais pas vraiment. Alors elle appelle sa mère,
Et sa mère dit à sa fille, évidemment, chérie, tu ne peux pas t'en souvenir, mais à l'époque, la mère dit à sa fille, tu ne peux pas t'en souvenir, mais en fait, ta grand-mère m'a appris à faire ça, ta grand-mère a toujours fait comme ça. On dit, on va appeler la grand-mère. Donc la mère appelle la grand-mère. Et là, la grand-mère dit à sa fille, mais évidemment, chérie, tu ne peux pas t'en souvenir. À l'époque, on avait un tout petit four, la dinde ne rentrait pas dedans, donc j'avais pris l'habitude de couper la partie pour la pousser dedans. Non, c'est une blagounette débile. Je vous assure qu'elle marche bien. Elle marche bien auprès de tous ces gens que je décris en ce moment et qui ont ce type de vocabulaire, qui sont des gens toxiques. Là, je vous ai balancé le morceau, c'est qu'il y a des gens toxiques. Voilà. J'ai une conviction, c'est qu'il faut les éliminer. Alors, non, mais j'entends pas physiquement. J'entends pas physiquement. Pas physiquement. Pas physiquement. Non, je suis violent ce matin. On m'a dit que je pouvais y aller, donc je vous dis tout. Je pense qu'il faut enlever de nos environnements les gens toxiques. Alors, c'est possible personnellement. Moi, je le fais. Tout à l'heure, Pierre parlait du prochain variant. Moi, j'ai quelqu'un que j'adore de ma famille. Hein, je l'adore. Je ne peux plus supporter de voir qu'elle m'appelle. Je me dis, merde, elle m'appelle maintenant. C'est terrible. C'est une chasseuse du prochain variant. Il y a le variant qui arrive de Zimbabwe. Je dis, mais arrête, détends-toi sur le variant. Vis un peu. C'est insupportable. Donc, elle, je m'en suis débarrassé, je ne réponds plus. Dans l'entreprise, c'est plus compliqué. Les gens toxiques, on ne peut pas s'en débarrasser. Mais il faut les faire basculer du bon côté parce qu'ils peuvent vous pourrir la vie. Et tu as raison, moi, tout ça, quand j'ai fait ma coopération aux États-Unis, quand je suis parti aux États-Unis faire ma copé, on fait plus ça, mais ça s'appelait la coopération, quelqu'un m'a dit, tu sais, l'Américain, il se lève le matin en disant, pourvu qu'il lui arrive quelque chose. Je pense que c'est assez vrai. Et que quand on arrive en France, on a le sentiment qu'on se lève tous en disant, pourvu qu'il ne m'arrive rien. Et d'ailleurs, le matin, à l'école, et tu as raison, à l'école, il a eu un gamin aux États-Unis, il l'a amené en fait à l'école au début, il voit le parent américain qui dit, go and have fun, enjoy. À Paris, il disait, fais attention, touche à rien par la personne. Culturellement, c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. En anglais, vous dites take a chance. En français, prendre un risque. Pardonnez-moi, c'est pas la même attitude. Et ce qui s'explique aussi d'ailleurs, et je vais faire un lien avec, je terminerai avec le vocabulaire pour parler de la qualité et de l'expérience client, collaborateur ou client au sens large, parce que ça reste une des priorités aujourd'hui pour toutes les entreprises, même encore plus que jamais. C'est qu'il y a un autre mot, et je suis désolé, premier rang, vous l'avez dit 5 fois depuis le début. Je peux aussi accuser ceux qui me font venir. J'ai entendu 5 fois l'adjectif petit quand vous êtes depuis sur scène. Une petite vue. Arrêtez de dire petit tout le temps. C'est horripilant. Voilà, j'ai fait le truc. Non, mais c'est insupportable. Et je pense que ça rabaisse nos ambitions. Parce que quand on dit petit, on pense petit. Quand on fait petit, on fait petit. Voilà, c'est très con. Donc, regardez la journée en français. Bon, ce matin, vous avez commencé par quoi? Petit déjeuner, je dis rien, on ne peut pas tout changer non plus en même temps. Bon. Je ne sais pas si vous êtes marié, vous avez une copine, un copain, vous avez remarqué quand en anglais, on a une girlfriend, en français, petite amie. Elle rapetisse ici, on ne sait pas pourquoi. Non, c'est un concept. Non, mais c'est bizarre. À qui on fait un petit bisou avant de partir ou un petit câlin si on a plus de temps parce qu'on avait un peu de temps. Vous avez remarqué qu'il commence à faire un peu frais là. Vous arrivez au bureau le matin, vous dites faire un petit café, moi je la sens pas la journée. Ça c'est la journée qui débarque comme ça. Et votre journée démarre avec de petites ambitions. Mais heureusement j'ai croisé. Tu as eu mon petit mail Pierre ce matin, je te l'ai envoyé. C'est le 12 pièces jointes, 450 destinataires que je t'ai fait. Oui c'est ça. Mais tout à l'heure tu m'avais fait un petit SMS hier, donc non mais j'avais eu le message, j'ai eu ton petit message, il n'y a pas de problème. C'est quand même bizarre. Dans les entreprises où on fait la bascule à midi, là, ils ont une tradition, c'est que sur le coup de 10 heures, ils font une petite réunion en petit comité avec le petit chef, qui est un sacré concept managérial. J'adore, moi je suis content, j'ai habité le 9e, vous avez vu qu'il y a plein de petits restos sympas ici. Hein, avec des, non, mais c'est vrai, avec des petits... Il y en a, non, si vous êtes là, je déconne pas, mais il y en a un en face qui fait des petits plats aux petits oignons avec un petit vin de pays qui est formidable. Je suis tellement heureux qu'il n'y ait plus de liquide et qu'on me paye maintenant une carte de crédit, qu'on arrête de faire une petite signature, tellement... conne sa petite signature. Je supportais plus la petite signature. Chaque fois que je peux la faire grande, les gars sont tellement cons. Chez Columbus, moi j'avais à l'époque, quand j'ai quitté Columbus, il y avait 250 baristas. J'étais un petit patron qui offrait des petits boulots. Pardonnez-moi, mais en quête de sens pour faire des petits boulots, c'est quand même pas génial. Rappelez-vous ce qu'a dit Macron quand il a été accusé de dire n'importe quoi, soi-disant, parce qu'il disait il suffit de traverser le boulevard Montparnasse pour trouver du boulot, et que la profession de la restauration lui a dit tellement justement, ou a dit tellement justement, si on arrêtait de parler de petits boulots dans ces métiers, on pourrait recruter des gens qui se trouvent une mission. Vous savez, si j'ai survécu à toutes les crises chez Columbus Café dans l'adversité qui a été les 10 années que j'y ai passé, aujourd'hui il y a 250 magasins, même si je ne la dirige plus, j'ai gardé un œil assez proche sur cette entreprise. Mais on a réussi parce que j'embauchais pas des gens pour vendre du cappuccino et des muffins, mais on avait une mission dès le premier jour qui était de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée.
ce qui n'est pas le même métier que de vendre du café. Et on évitait ce problématique de petits boulots. Et on n'a jamais eu de problème de recruter, même dans un métier payé au SMIC, avec des gens qui avaient envie de se défoncer la patate pour leurs clients. Vous savez que dans un pays où tout est... Alors c'est vrai qu'il y a les grandes vacances en France, qui est un concept assez installé, qui est un truc dont nous avons l'exclusivité mondiale en termes d'intensité. Mais il y a petit tout le reste, et je pense que le problème vient plus de là. Parce que je ne peux pas vous le démontrer scientifiquement, bien que Facebook l'ait fait de manière, une fois de plus, pas très éthique. Ils ont fait un truc qui était l'expérience de l'intelligence émotionnelle chez Facebook. Ils ont pris 700 000 membres de Facebook il y a quelques années, sans rien dire à personne, avec à la fois des tas de, je ne sais pas comment ils ont fait, d'intelligence artificielle, etc., des linguistes, et ils ont modifié légèrement nos propos sur Facebook, les vôtres, les miens, sur 700 000 personnes, dans le monde entier, sans prévenir personne, en modifiant un tout petit peu la tonalité des mots positifs ou négatifs pour voir comment réagissait la communauté. Et quelqu'un qui dit « je pars en week-end » ou « je me réjouis de partir en week-end », la communauté commençait petit à petit à réagir de manière positivement. C'est ça l'intelligence, enfin plutôt l'enthousiasme qui se communique. Et je pense que c'est vraiment important d'en faire une arme stratégique aujourd'hui. La deuxième arme stratégique, c'est d'être obsédé par vos clients. Et ça, je pense que je vais vous en parler, même si ce n'est pas vraiment le sujet ce matin, mais c'est le sujet de l'expérience collaborateur et de traiter désormais chacun de vos clients, de vos collaborateurs comme un client unique. Il y a à peu près les mêmes fondamentaux parce que c'est de l'expérience collaborateur. Vous savez, il y a un effet miroir absolu entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. C'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes fondamentaux. L'un d'entre eux, le premier d'entre eux, fondamental, c'est d'identifier les irritants, de définir ce qui est la priorité, ce qui énerve le plus, le salarié ou le collaborateur ou le client, et ensuite de faire en sorte que sur chacun de ces irritants, on soit meilleur que les autres. Et surtout, qu'on surprenne le client. Vous savez, les Américains ont inventé un truc très simple en matière d'expérience client. Ils disent qu'il faut under-promise et over-deliver. Ne pas trop promettre et délivrer plus que ce qu'on a promis. C'est la seule clé de l'effet waouh. C'est vrai en business, évidemment. Je ne devrais pas dire ça, mais il y a prescription, je peux me lâcher. C'est vrai aussi dans la vie ou même en politique. Quelqu'un me disait l'autre jour, elle m'a fait marrer avec ça. Pardonnez-moi pour ça d'entre vous s'il l'adorait, mais sur François Hollande, quelqu'un disait de François Hollande, on n'en attendait rien. Et il a réussi à nous décevoir, ce qui est objectivement vrai, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai dans la vie, lui-même le reconnaît. Hein, mais même dans la vie, c'est un fondamental de l'expérience client. Under promise et over deliver. Et après, il y a 3 clés. La première, c'est vous. C'est votre mission, c'est votre ambition. C'est ce que vous appelez la complexité. Moi, j'appelle ça la simplexité. C'est-à-dire un mélange de complication et de simplicité, qui est un mot que je n'ai pas inventé, mais qui est un mot qu'on voit de plus en plus apparaître dans le business, qui est en fait l'idée très simple qu'aujourd'hui, l'un des éléments différenciants pour toute entreprise, c'est de simplifier la vie de son client. Manque de bol, simplifier la vie d'un client, c'est se compliquer sa vie à soi. Et là, franchement, on est moyennement attiré. Et on a un problème majeur. Tu évoquais tout à l'heure, Pierre, l'état profond. Il y a aussi les process. Et le vrai problème en matière d'expérience client, c'est un peu vrai aussi sur l'expérience collaborateur, c'est quand une entreprise grandit, elle crée de la croissance. Enfin, quand l'entreprise crée de la croissance, ça crée de la complexité et on crée des process. Et la clé du truc, la vraie clé d'une expérience client enthousiasmante, c'est que le bon sens soit toujours supérieur au process. Je vous donne juste un exemple. Values over process, c'est vraiment la clé de l'expérience client. Moi, je n'ai jamais eu de voiture de ma vie. Ce n'est pas pour faire plaisir à Hidalgo que je déteste, mais c'est juste parce que je déteste les bouchons. Je suis en scooter depuis toujours. Et j'en loue beaucoup. Et il m'est arrivé un truc à Toulouse, chez Hertz. Un samedi matin, je rends ma voiture. Un samedi matin, à 6h du matin, je prenais l'avion de 7h. L'agence était fermée le samedi matin à 6h. Je mets les clés dans la boîte comme on le fait tous. Il faut que tu accélères un petit peu. En fait. J'ai 10h10 ? Non, en fait, non. Tu m'avais dit 40 ? Bah ouais, mais tu vois, on me dit là-haut qu'il faut qu'on accélère. Mais je les aime pas du tout là-haut. Bon, alors je vous raconte juste mon histoire de Hertz. Mon histoire de Hertz, comme ça va rebondir. On avait dit 40 ? Non ? C'est pas grave. Je vais rendre le micro, je vous promets. Je termine avec Hertz. Ça vous dira ce qu'est la simplexité. Je rends ma bagnole à 6h du matin. Je mets la clé dans la boîte à lettres et juste après, je m'aperçois que j'ai oublié ma veste à l'intérieur. Je dis bon, c'est pas grave, qu'est-ce que je fais ? Je rentre à Paris, ça m'embêtait de rater mon avion, etc. Et du coup, je mets un post-it sur la vitre et je dis merci de m'appeler, j'ai oublié ma veste avec mon portable. Je me dis, ils vont m'appeler les gars. J'arrive à Paris, personne ne m'appelle évidemment, je dis c'est pas grave, je vais appeler Hertz. Ce qui a l'air simple. Mais Hertz, Toulouse, plus compliqué. Vous avez le numéro 800, vous tombez quelque part à l'île Maurice ou ailleurs. Moi, je veux le gars qui est à côté de ma veste. Et puis on vous propose des scénarios.
Tu veux une voiture? Non, j'en ai déjà une. Tu veux une facture? C'est pas la peine, je l'ai déjà. Il n'y a pas de t'as oublié ta veste à Toulouse, va directement sur le 14. Beaucoup plus compliqué. Et encore, vous avez de la chance d'avoir un numéro de téléphone parce qu'il n'y en a plus dans les sites web des boîtes. C'est envoyez-nous un mail. Moi, quand je suis énervé, le mail, ça ne me détend pas. Le téléphone, ça me détend plus. Du coup, par un cheminement bizarre, j'arrive chez un type un peu mollasson qui dit hier Toulouse, bonjour, à 11h du matin. Il me dit, ah, c'est vous la veste? Je dis, non, je ne suis pas la veste, je suis le gars qui a oublié la veste. Déjà, il m'énerve. Et là, il me dit, oui, on en a entendu parler, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, rappelez-moi cet après-midi. Je dis, sur quel numéro? Il me dit le même. Je dis, je ne suis pas dans la merde. Parce que retrouver le même mec, avec, je ne sais plus comment j'avais fait pour y arriver. Là, il me dit, bonne nouvelle, on a trouvé votre veste. Bon, sympa, comment va-t-on faire? Il a le culot de me dire, ça va être très simple. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, vous allez à la poste à Paris, acheter une boîte Colissimo et me l'envoyer. Là, je me dis, non seulement il boit, mais il est con, le mec. Vous avez déjà vu une boîte Colissimo, c'est tout plat, ça mesure 1,20 m. Comment on envoie un truc pour que le gars vous le renvoie après? C'est très difficile. Je lui explique, il me dit, monsieur, ça, c'est pas mon problème. Je dis, oui, mais ça va bientôt être le mien. Et il me dit, bah, vous avez bien une cave à Paris, il y a des caves. Donc, allez dans votre cave, trouvez une grande boîte, mettez la deuxième, envoyez-moi les trois, j'envoie la plus petite. Enfin, le débile, le gars. Je lui explique que c'est d'autant plus con qu'il y a peut-être une poste à Toulouse, que perdu une version de temps peut-être, mais je veux bien le payer. Il a mon numéro de carte, machin, Amex, truc. Vous avez raison, monsieur, ce serait plus simple. Mais je ne suis pas habilité à débiter votre carte de crédit pour ce genre de transaction. Là, vous êtes au cœur du combat entre les valeurs et les process dans les boîtes et au cœur de la simplicité inaboutie des entreprises françaises. J'avais encore plein de choses à vous raconter, mais c'est la Russie ici. On nous empêche de parler. C'est la Chine. C'est une dictature capitaliste, mais je vous adore quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Bon, voilà, on a un petit peu mal aux zygomatiques, mais ça fait du bien. Du coup, désolé, on a été obligé d'accélérer parce qu'en fait, vis-à-vis des gens qui sont à distance, il faut qu'on garde le timing. Je t'ai induit en erreur avant ton arrivée. Je suis désolée, je m'en excuse platement, tu vois. Mais pour le coup, tu vois, je suis positive et je te dis, tu vas voir, il y a un super café qui t'attend de l'autre côté. Du coup, tu as gagné du temps sur le café et le croissant. Table ronde maintenant, donc table ronde RH, les gens qui sont sur la RH restent ici, ceux qui sont sur la finance vont en salle Opéra. Et on vous souhaite du coup, à 10h10, les tables rondes commencent. Donc on vous souhaite de bons échanges, posez toutes les questions que vous avez en tête. C'est le bon moment. Et à tout à l'heure, on se retrouve pour la clôture de l'événement et la remise des petites surprises.